Les suspects de l'attentat contre Charlie Hebdo ont été tués dans un assaut lancé par les forces de l'ordre. En parallèle, un assaut a été mené contre un autre preneur d'otages qui a été tué à Vincennes. La justice kenyane s'est opposée vendredi à la libération sous caution du chef présumé d'un réseau de trafic d'ivoire au Kenya. L'instance a rappelé que l'accusé avait déjà tenté d'échapper à la justice. Et puis 5 ans après le séisme qui a dévasté sa capitale, Haïti tente toujours de se rétablir, mais ses efforts sont ralentis par une épidémie de choléra. Bonsoir à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. Après l'attentat contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi dernier, les forces de l'ordre ont donné l'assaut sur l'imprimerie où les 2 principaux suspects étaient retranchés avec un otage à Dammartin. Les frères Kouachi ont été tués, l'otage libéré est sain et sauf. Ce vendredi matin, les forces de l'ordre ont échangé des coups de feu et se sont lancés dans une course-poursuite sur la Nationale 2 en Seine-et-Marne avec les 2 suspects soupçonnés d'avoir perpétré la tuerie à Charlie Hebdo. Les 2 hommes se sont retranchés dans une entreprise de Dammartin en Seine-et-Marne avec un otage. Les 2 djihadistes accusés de l'attentat ont été tués dans l'assaut des forces de police. L'enquête se poursuit, mais il faut préciser qu'une connexion a été établie entre les auteurs présumés de l'attentat de Charlie Hebdo et le suspect de la fusillade de Monte-Rouge. Toujours à Paris, en parallèle, un assaut a été lancé contre la supérette cachère de Porte de Vincennes, un supermarché juif dans l'Est parisien où un homme avait pris plusieurs personnes en otage. Après plusieurs détonations, des policiers ont pénétré dans le magasin. Plusieurs otages sont sortis peu après. Le preneur d'otages, identifié comme Amadi Koulibaly, a été tué dans l'assaut. De sources policières, 4 otages auraient été tués et 4 autres blessés dans un état grave. Il pourrait s'agir du même homme que celui qui est responsable de la fusillade de Monte-Rouge perpétrée jeudi dernier. Et parlons toujours de la traque des fugitifs dans l'attaque des bureaux de Charlie Hebdo ce mercredi à Paris. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ces 3 derniers jours depuis l'attaque de la rédaction du journal? Élément de réponse. Des hommes cagoulés et lourdement armés ont attaqué mercredi 7 janvier le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, situé 10 rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris. Munis d'armes automatiques, ils ont fait irruption dans la rédaction du journal et tiré sur les personnes présentes. L'attaque a fait au total 12 morts, dont 2 policiers et 4 caricaturistes connus. C'est l'attentat le plus meurtrier en France depuis un demi-siècle. Les agresseurs ont abandonné un véhicule au nord-est de la capitale, dans lequel la police a retrouvé la carte d'identité de l'un d'eux, Saïd Kouachi, 34 ans, né à Paris et de nationalité française, suspecté d'avoir perpétré l'attaque avec son frère Chérif, âgé de 32 ans. Djihadiste connu des services antiterroristes, Chérif Kouachi avait été condamné en 2008 pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak. Après plusieurs opérations en Île-de-France, jeudi la police poursuivait toujours les fugitifs dans le nord-est de la France, à environ 80 km de Paris, non loin de Villers-Cotterêts, où un gérant de station-service dit avoir reconnu les suspects. La justice kenyane s'est opposée vendredi à la libération sous caution d'un chef présumé d'un réseau de trafic d'ivoire au Kenya. Et pour cause, l'accusé avait déjà tenté d'échapper à la justice. C'est du moins ce qu'a rappelé l'instance. Arrêté en décembre dernier en Tanzanie et extradé dans la foulée dans son pays, le Kenya Faisal Mohamed Ali comparaissait devant un tribunal de Mombasa, la 2e ville kenyane. Jusqu'à son arrestation, l'homme était l'un des suspects de crimes contre l'environnement les plus recherchés par Interpol. L'accusé, bien conscient de ce qu'une procédure pénale le visait au Kenya, avait préféré rester en Tanzanie, à en croire le juge kenyan Justus Kituku. Une preuve qu'il essayait d'éviter la justice, ce qui justifie le refus de sa liberté sous caution. L'accusé est inculpé d'infraction à la législation sur le commerce des dépouilles issues de la faune sauvage. Aussi est-il accusé de possession illégale de 314 pièces d'ivoire, des crimes passibles de la prison à vie quand il concerne des espèces protégées comme les éléphants. Cet homme d'affaires de Mombasa était visé par un mandat d'arrêt kényan depuis la découverte en juin dernier dans un entrepôt de la ville de plus de 2 tonnes d'ivoire. Soulignons au passage que Mombasa est une des principales plateformes d'exportation d'ivoire et de cornes de rhinocéros braconnées au Kenya ou dans les pays voisins, vers les pays du Golfe et de l'Asie.
À Kinshasa, il se prépare pour ce dimanche un grand meeting de l'opposition politique. Un rassemblement organisé par la plateforme de l'opposition Sauvons le Congo que coordonne le député national et opposant Martin Faoulou. C'est dans le but de s'opposer à toute révision de la constitution congolaise et au recensement. Il prône l'enrôlement des électeurs et le départ du président Joseph Kabila. Ils ont été victimes d'intimidation plusieurs fois de la part des autorités congolaises en ce qui concerne l'organisation d'un grand meeting populaire prévu ce dimanche 11 janvier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les voilà encore au siège du parti politique de l'opposition, Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD, en vue de réfléchir sur le voies et moyens pour le bon déroulement de cette activité politique de grande ampleur. Réunis autour du coordonnateur Martin Faoulou, les membres du plateforme de l'opposition politique Sauvons le Congo s'opposent à toute forme de révision de la Constitution et au recensement par l'Office national d'identification de la population. Non au recensement par l'ONIP, nous ne sommes pas encore prêts pour le recensement. Nous ne voulons pas de ces recensements, nous voulons plutôt une opération d'enrôlement des électeurs et le but de ces meetings, c'est de dire que M. Kabila doit à tout prix partir. Et il n'y a pas besoin de troisième mandat, il n'y a pas besoin de glissement. Le 19 septembre 2016, nous devons à tout prix avoir une élection présidentielle ici pour que l'élection présidentielle à laquelle ne participera pas M. Kabila. Nous demandons simplement à tout le monde de respecter la Constitution. Nous demandons à tout le monde de respecter les lois de la République. Et la manifestation, le meeting a lieu le 11 janvier. Signalant que cette plateforme a initié l'année passée une pétition en récoltant plus de 10 000 signatures pour réclamer la démission du président de la Commission électorale nationale indépendante, Abbé Apollinaire Malou Malou. En Guinée, au lendemain des heurts qui ont opposé mercredi dernier des opposants aux forces de l'ordre à l'issue d'un meeting de l'opposition, plusieurs blessés sont encore hospitalisés dans des hôpitaux de Conakry. Pendant ce temps, l'opposition guinéenne reste déterminée à faire aboutir ses revendications. Reportage. L'hôpital Ignace Dine de Conakry déborde de malades. Il s'agit pour la plupart des blessés des affrontements qui ont opposé mercredi des opposants aux forces de l'ordre. Plusieurs d'entre eux ont reçu des balles réelles. À l'origine de cette situation, un meeting de l'opposition, elle était descendue dans les rues de Conakry pour revendiquer ses droits. Nous voulons non seulement que les élections se tiennent à bonne date, mais nous voulons aussi que ce soit de véritables élections où l'équité, la transparence, la crédibilité justement des scrutins soient assurées. Au-delà de l'organisation des élections, c'est une réforme de la gouvernance que réclame l'opposition guinéenne. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est en train d'aller dangereusement vers une dissension totale du tissu social, encouragé par le pouvoir, qui s'appuie sur les différences communautaires pour enraciner son pouvoir et n'ayant pas d'argument valable pour justifier l'adhésion d'électeurs éventuels, joue à fond la fibre ethnique et c'est extrêmement dangereux. À cet égard, l'opposition guinéenne n'entend pas baisser les bras. Elle envisage déjà d'autres manifestations dans les jours à venir. Le dialogue avec ce pouvoir mène à l'impasse parce qu'il ne tient jamais ses engagements. Il viole systématiquement ses promesses. Nous avons donc décidé de reprendre nos manifestations sur les places, sur les voies publiques. Les manifestations étant, comme vous le savez, quelque chose d'autorisé par nos constitutions et par nos lois. Donc ce n'est pas du tout un casus belli vis-à-vis des autorités. Les jours à venir promettent donc d'être mouvementés à Conakry. Au Burkina Faso, faut-il recomposer la CENI, l'organe en charge des élections? La question fait débat alors que l'on s'achemine vers les élections couplées présidentielles et législatives qui pourraient se tenir en octobre 2015. La chute du régime comparé a donc ouvert le champ à de nouvelles donnes politiques au pays des hommes intègres. Voici un reportage de Claude Raogo-Romba. Il est le correspondant de Sika TV au Burkina Faso.
2015 est une année électorale au Burkina Faso. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, est au centre des débats. Dans un contexte de transition, sa composition tripartite, majorité opposition et société civile, est remise en cause. Faut-il alors recomposer la CENI? Les positions sont pour le moins divergentes. Pour certains, il faut réformer l'institution. Pour d'autres, pas le temps d'envisager cette possibilité à cause du délai trop bref. Ces derniers militent plutôt pour la mise en place d'une CENI professionnelle avec des membres qui seront recrutés sur la base de leurs compétences dans un appel à candidature. Une troisième voie également se dégage, défendue par l'universitaire et professeur en droit Abdul Karim Sango. L'idée de représentation en termes de majorité et d'opposition, c'est l'idée que les principaux acteurs du processus électoral puissent suivre le processus, puissent contrôler le processus de déroulement des élections. À partir du moment où, dans sa composition actuelle, les principaux acteurs s'y retrouvent, à mon avis, il vaut mieux maintenir la structure, puisque en matière électorale, on n'improvise pas. Même si aucune date officielle n'a pour le moment pas été fixée pour la présidentielle, elle pourrait se tenir le dimanche 11 octobre 2015 et pourrait être couplée aux législatives. Le président Michel Kafando est favorable à cette éventualité et les municipales devraient intervenir en 2016. Il faut réviser la liste électorale pour permettre à ces nombreux jeunes qui ne croyaient pas en la perspective d'une alternance, donc qui ne s'étaient pas inscrits, de pouvoir s'y inscrire. Je pense qu'on pourrait avoir, si la sensibilisation est bien menée, encore au moins 1 million, 1,5 million, ce qui nous permettrait d'avoir un fichier autour de 6,5 millions, 7 millions. Le gouvernement de transition devra prendre dans quelques jours ou semaines un décret permettant à la CENI de démarrer une nouvelle opération de révision du fichier électoral. En Haïti, 5 ans après le séisme qui a dévasté sa capitale, le pays tente de se rétablir. Mais ses efforts sont ralentis par une épidémie de choléra. Certains accusent les casques bleus venus pour aider d'avoir importé la maladie. Les images. Encore une patiente pour ce centre de traitement du choléra à Port-au-Prince. Cette femme rejoint ici plusieurs douzaines de personnes souffrant de la maladie. Le virus est arrivé en Haïti quelques mois après le tremblement de terre dévastateur de 2010 et a tué 9000 personnes supplémentaires. Ceux qui sont ici ont de bonnes chances de survivre grâce à l'encadrement médical, mais la peur d'un nouveau départ d'épidémie est toujours présente. Comme dans ce quartier, aux alentours de la capitale, où une équipe de décontamination est à faire. On a un cas ici, on fait la décontamination du foyer où trouve le cas. Après, on a fait la décontamination de 20 maisons les plus proches. C'est ça le cordon sanitaire. Le patient infecté a pu recevoir des soins, mais les habitants du quartier vivent constamment sous la menace de la maladie. Regardez, j'étais comme ça, en train de ramper comme un bébé à 4 pattes. Voilà mon état lorsque j'étais malade. Vous êtes déshydraté, vous perdez beaucoup d'eau. Les agences des Nations Unies et le gouvernement haïtien pratiquent aussi la prévention. Ils distribuent des cachets pour purifier l'eau ainsi que des brochures pédagogiques. Pendant ce temps, l'origine de la maladie sur l'île demeure un sujet de controverse. La souche du virus retrouvée à Haïti correspond à des souches identifiées au Népal, pays où stationnaient des troupes des Nations Unies peu avant le début de l'épidémie. Pour certains, les mauvaises conditions sanitaires dans les campements des casques bleus sont la cause de la propagation du choléra. Même si c'est très difficile de prouver sans l'ombre d'un doute que les Nations Unies sont responsables d'avoir introduit le virus, il est évident qu'ils ont tout fait pour effacer les traces. Un procès des victimes du choléra en Haïti contre l'ONU est en cours à New York. Mais pour le représentant local de l'OMS, les accusations ne font que détourner l'attention des problèmes du pays. Ce qui me préoccupe vraiment, ce n'est pas qui est-ce qui a amené le choléra, car nous vivons dans un monde libre où tout circule. Ce qui me préoccupe, c'est qu'aujourd'hui nous avons le risque du choléra, le risque de la rougeole, nous avons le risque de toutes ces autres maladies, et les investissements pour la prévention sont absents. L'OMS, le gouvernement haïtien et Médecins sans frontières poursuivent leur coopération pour combattre le virus du choléra. Mais 5 ans après le tremblement de terre, les organisations d'aide ont de plus en plus de mal à lever des fonds. Sans nouvel élan de solidarité, Haïti pourrait être forcé d'affronter la maladie encore bien longtemps. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur SICA.